Je pensais avoir tout entendu après 43 ans de mariage, mais quand Isabelle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine jeudi dernier pour me dire « Alain, je pense qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas à la maison de campagne pour Noël cette année. » J'ai senti quelque chose se briser en moi, comme la glace d'un lac au printemps. « Comment ça, ne pas venir ?» ai-je demandé en reposant mon café. Elle évitait mon regard et a répondu que les enfants et elle pensaient que ce serait plus simple si je restais à Paris cette année car j'avais été très difficile ces derniers temps. Ce mot, difficile, flottait dans l'air entre nous comme une fumée toxique. Difficile comment? Elle a pris ce ton qu'elle utilisait depuis environ un an, patient mais tendu, comme si elle expliquait quelque chose à un enfant lent, et a énuméré mes fautes. Au déjeuner de Pâques, je m'étais disputé avec Nicolas au sujet de son entreprise, à l'anniversaire de Sophie. J'avais fait cette remarque sur les tatouages de son petit ami, et selon elle, les enfants en avaient assez de marcher sur des œufs. Nicolas était notre fils de 41 ans, divorcé, travaillant dans le marketing, et Sophie, 38 ans, était notre fille, assistante sociale, de bons enfants que je pensais avoir bien élevés. J'avais juste une conversation, ai-je protesté, rappelant que Nicolas m'avait demandé mon avis sur son idée et que je l'avais simplement qualifiée d'impraticable parce qu'elle l'était, car il voulait quitter son emploi stable pour lancer un podcast sur les crypto-monnaies. J'étais honnête, Isabelle a soupiré, ce soupir profond et déçu que j'entendais souvent ces derniers temps, disant que c'était exactement le problème, que je ne pouvais pas simplement être un soutien, que tout devait passer par mon filtre, mon opinion, mon jugement. Je suis resté assis là, regardant la femme que j'aimais depuis 1979, nous nous étions rencontrés à l'université Paris-Dauphine, mariés jeunes, avions construit une vie ensemble, 3 enfants, une belle maison à Saint-Cloud. Des carrières respectables, j'avais travaillé comme ingénieur civil pour la mairie de Paris pendant 35 ans, sur les ponts, les infrastructures, le genre de travail auquel personne ne pense jusqu'à ce que quelque chose tourne mal, j'étais bon dans mon domaine et j'en tirais une certaine fierté. Alors c'est tout, ai-je demandé, 43 ans et je suis désinvité de Noël? Elle a précisé que ce n'était pas pour toujours, juste pour cette année, pour donner de l'espace à tout le monde, et elle a tendu la main comme pour prendre la mienne avant de se raviser. Suggérant que je pourrais passer les fêtes avec mon frère Paul qui vivait à Nice et à qui je parlais à peine 2 fois par an. C'est ça, ai-je dit. Cette nuit-là, je suis resté éveillé pendant qu'Isabelle dormait à côté de moi, la maison était silencieuse, trop silencieuse, et je pensais à tous les Noëls passés dans notre maison de campagne en Normandie, cette tradition familiale commençait quand Nicolas avait 5 ans, la neige, la cheminée. La fameuse dinde au marron d'Isabelle, les enfants ouvrant les cadeaux, les petits-enfants courant partout ces dernières années, et maintenant j'étais excisé de ce tableau comme une tumeur. Le lendemain matin, Isabelle était déjà partie à son club de lecture quand je me suis réveillé, laissant un mot sur le comptoir disant qu'il y avait du café. J'ai passé la majeure partie de la journée dans mon atelier au sous-sol, un endroit où je passais de plus en plus de temps car c'était le seul lieu qui semblait encore m'appartenir, la maison s'étant transformée au fil des ans en le domaine d'Isabelle, décoré selon ses goûts. Organisé selon ses règles, mais le sous-sol restait le mien, encombré de mes outils, de mes projets, de ma façon de penser. Je travaillais sur quelque chose depuis 8 mois, rien que la famille ne sache, et ils ne s'en seraient probablement pas souciés s'ils avaient su, car pour eux, j'étais juste le vieux Alain qui bricolait dans son coin pour éviter la vraie vie, mais c'était réel. Plus réel que tout ce que j'avais fait depuis des années. Tout avait commencé par une conversation avec un ancien collègue, David Chen. Lors d'un pot de départ en mars, David s'était lancé dans le conseil après avoir quitté le secteur public, travaillant avec des startups technologiques sur des projets d'infrastructure, et autour d'un verre. Il avait mentionné que le plus gros problème de la construction moderne était la coordination entre les architectes, ingénieurs, entrepreneurs et fournisseurs qui utilisaient tous des systèmes différents, causant retard et surcoût. J'avais hoché la tête, connaissant intimement ce problème pour l'avoir géré pendant des décennies. David avait continué en disant que quelqu'un devait construire une plateforme universelle, peut-être pilotée par l'IA, pour traduire entre tous ces systèmes en temps réel, ce qui pourrait économiser des milliards, il l'avait dit avec désinvolture avant de se plaindre de son golf. Mais je ne pouvais pas arrêter d'y penser parce que je savais quelque chose que David ignorait, dans les années 90, alors que je travaillais sur l'infrastructure de la ligne 14 du métro, j'avais développé un système de coordination, rien d'élégant. Juste une façon de standardiser les communications, qui avait si bien fonctionné qu'il l'avait utilisé pendant des années avant qu'il ne soit oublié face aux nouvelles technologies. Je possédais toujours les principes, la méthodologie, le cadre, et je réfléchissais depuis des années à la façon de le moderniser. Après cette conversation, j'ai commencé à travailler, vraiment travailler,
j'ai appris le langage Python, étudié l'apprentissage automatique, lu tout ce que je pouvais sur la technologie de la construction moderne. Isabelle pensait que je perdais mon temps sur l'ordinateur. Les enfants plaisantaient sur Papy qui apprend à coder, mais je construisais une plateforme, un algorithme, une solution au problème exact décrit par David. En novembre, j'avais un prototype fonctionnel, ce n'était pas joli mais ça marchait, je l'ai testé sur d'anciennes données de projet et les résultats étaient remarquables, le système pouvait réduire le temps de coordination de 60% et les coûts de 40%. J'ai montré ça à David autour d'un café, lui rappelant notre conversation, et après avoir regardé mon écran pendant 5 minutes sans rien dire, il m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait pas et a dit lentement, « Alain, tu comprends ce que c'est ? C'est une idée à 1 milliard, ça va changer l'industrie. » Quand je lui ai dit que j'avais fait ça seul en 8 mois, il a ri d'un rire choqué et a proposé de montrer ça à des investisseurs en capital risque qu'il connaissait. J'ai haussé les épaules, ma famille pensait déjà que j'étais obsolète, alors qu'avais-je à perdre ? C'était il y a 3 semaines. David a agi vite, il m'a mis en contact avec une société appelée Apex Venture basée à la Défense, spécialisée dans la technologie de la construction, et ils étaient très intéressés. Nous avons eu des réunions, j'ai répondu à toutes leurs questions techniques et commerciales car je connaissais le marché mieux que quiconque. Ils voulaient investir, mais surtout acquérir la technologie, ils ont offert d'acheter la plateforme, de m'embaucher comme conseiller technique principal et d'accélérer le développement, le montant qu'ils ont mentionné m'a donné le vertige. 7 chiffres juste pour le rachat initial avec plus à venir. Je n'ai rien dit à Isabelle ni aux enfants, car comment leur dire vous savez comment vous pensez que je suis dépassé ? Eh bien, je viens de créer quelque chose qui va changer toute une industrie, ils auraient pensé que je délirais, alors j'ai gardé le silence, travaillé avec les avocats et signé les papiers pour que l'accord soit finalisé et annoncé le 26 décembre. Noël est arrivé, Isabelle est partie pour la Normandie le 23 avec des bagages pour 2 juste au cas où je changerais d'avis, mais nous savions tous les deux que je ne le ferais pas. Nicolas m'a appelé la veille de Noël pour me souhaiter de bonnes fêtes, la conversation était gênée, il a dit que maman avait dit que j'avais décidé de ne pas venir, j'ai répondu que j'allais bien et qu'il fallait profiter de la maison de campagne. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon salon à Saint-Cloud avec un verre de whisky, la maison était décorée comme un musée, et étrangement, je n'étais pas en colère mais calme, pour la première fois depuis des mois, personne n'était déçu de moi. J'ai passé le jour de Noël à travailler dans mon sous-sol, peaufinant les détails techniques, à midi je me suis fait un sandwich à la dinde parce que la tradition comptait encore même si la famille n'était pas là. À minuit 12 exactement, passant de Noël au 26 décembre, mon téléphone a sonné, c'était Nicolas, sa voix était aiguë et tremblante, « Papa, c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce que tu as fait ? Ton nom est aux infos, l'application du Figaro vient d'envoyer une notification, Alain Bernard, ingénieur civil parisien, a vendu une plateforme technologique révolutionnaire à Apex Venture pour. Papa, ça dit 8,5 millions d'euros. Je me suis assis, je savais que l'annonce arrivait mais je n'avais pas réalisé que ce serait si immédiat. C'est réel, a-t-il demandé, j'ai confirmé que c'était le rachat initial et qu'il y aurait plus si les objectifs étaient atteints, peut-être jusqu'à 20 millions sur 5 ans. Il a raccroché pour me rappeler, puis Sophie a appelé, puis Isabelle, puis Nicolas encore, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner pendant l'heure suivante mais j'ai laissé la plupart des appels aller sur messagerie car je n'étais pas prêt. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 47 messages et 12 vocaux, des journalistes commençaient à appeler. Isabelle est rentrée seule cet après-midi-là, elle est entrée sans frapper et s'est tenue dans l'embrasure de la porte en demandant pourquoi je ne lui avais rien dit, je l'ai regardée, elle portait le pull que je lui avais offert le Noël dernier et qu'elle n'avait jamais porté jusqu'à maintenant. Aurais-tu été intéressé, ai-je demandé, quand est-ce que quelqu'un dans cette famille a demandé pour la dernière fois sur quoi je travaillais ? Elle a dit que c'était cruel, qu'elle pleurait maintenant, s'excusant de ne pas m'avoir écouté, de m'avoir pris pour un vieux mari têtu incapable de s'adapter. Je suis vieux, ai-je dit, et têtu, mais je ne suis pas obsolète. Nous nous sommes assis en silence, puis elle a demandé ce qui allait se passer pour nous. Je lui ai dit que l'accord était conclu, qu'Apex voulait que je commence le conseil en janvier. Je pense que nous devons parler, ai-je dit, vraiment parler de savoir si nous pouvons réparer ça. Je lui ai avoué que je ne savais pas si je pouvais redevenir la personne qu'il tolérait sans respecter, celui qui devait se faire tout petit. Nicolas et Sophie sont arrivés le soir même, l'air mal à l'aise comme des adolescents pris en faute, et ont présenté leurs excuses. Sophie a dit qu'elle avait lu des articles qualifiant ma solution de la plus innovante de la décennie en France. Je leur ai dit que je me fichais des journalistes,
que ce qui m'importait c'était d'être respecté non pas pour l'argent, mais parce que j'étais leur père et que j'avais 67 ans d'expérience. Nicolas a admis que l'argent les avait réveillés mais qu'ils avaient eu tort de me traiter comme un idiot, et j'ai apprécié son honnêteté. J'ai exigé de l'espace et du temps pour réfléchir, précisant que si nous devions reconstruire quelque chose, cela devait être réel, pas juste parce qu'ils espéraient être sur mon testament. Les semaines suivantes furent étranges, l'histoire de ma plateforme a fait la une de la presse économique, j'ai même reçu un appel de la production de Qui veut être mon associé, pour être invité, mais j'ai refusé car je voulais juste travailler. Apex m'a installé un bureau à la Défense, j'étais dynamisé, vivant à nouveau. Isabelle et moi avons commencé une thérapie en janvier avec le docteur Kapoor, essayant de démêler 43 ans de mariage. En février, Nicolas m'a proposé un projet d'affaires combinant son expertise marketing avec ma plateforme pour le marché résidentiel, c'était un plan solide, et en travaillant avec lui, j'ai redécouvert mon fils, intelligent et à l'écoute. Sophie a rejoint le comité consultatif sur l'impact social de la technologie. Isabelle a commencé des cours d'informatique pour comprendre ce que je faisais, posant enfin de vraies questions. À Noël suivant, un an après avoir passé les fêtes seuls, nous étions tous à la maison de campagne en Normandie, y compris le nouveau compagnon de Sophie et la nouvelle amie architecte de Nicolas. Le soir du réveillon, Nicolas m'a demandé de sortir sur la terrasse, face au jardin enneigé, il m'a avoué que le Noël précédent sans moi avait été le pire de sa vie, non seulement parce que je n'étais pas là, mais parce qu'il m'avait forcé à ne pas être là. Il a pleuré en s'excusant, disant que même sans la plateforme, je méritais mieux, et je l'ai pris dans mes bras en lui disant que je le pardonnais et que j'étais fier de lui. Il m'a demandé si j'étais heureux avec tout cet argent et cette reconnaissance, j'ai répondu que ce qui me rendait heureux, c'était de ne plus être invisible. À travers la fenêtre, je voyais Isabelle rire avec Sophie, une image de famille imparfaite mais réelle et en voie de guérison. Plus tard cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, je me suis assis près de la cheminée avec mon ordinateur portable pour travailler sur une nouvelle idée concernant la maintenance des infrastructures, je n'avais rien dit à personne, pas parce que je me sentais invisible, mais parce que j'avais appris que je n'avais pas besoin de validation extérieure. À 67 ans, je ne faisais que commencer. J'ai reçu un SMS de David Chen me souhaitant joyeux Noël et confirmant les chiffres exceptionnels du trimestre. J'ai souri, le feu crépitait, ma famille dormait à l'étage dans cette maison qui avait failli me perdre pour de bon, mais j'étais toujours là, toujours en train de construire, prouvant que le mot obsolète ne s'applique pas à ceux qui refusent d'arrêter de grandir, et c'était là. Ai-je pensé en fermant mon ordinateur, ma véritable victoire, savoir que j'avais passé 67 ans à devenir quelqu'un qui valait la peine d'être écouté, et que j'avais enfin appris à y croire.